une chose qui m'a frappé. Je ne parle pas de certaines positions prises au plus haut niveau de l'État polonais, mais je peux parler de ce que j'ai vu, c'est notamment les réunions des ministres des Affaires étrangères. J'ai été très frappé, par exemple, que le ministre Sikorski, qui est le ministre des Affaires étrangères polonais, sur la question de la Géorgie, ait pu, dans des cercles étroits, exprimer très fortement son désaccord avec d'autres partenaires européens sur la crise géorgienne. Parce qu'évidemment, quand vous êtes polonais ou balte, votre histoire récente, parce que aussi là aussi ça renvoie à l'histoire récente, votre histoire récente n'est pas la même que quand vous êtes un ministre d'un pays d'Europe du Sud, où effectivement vous n'avez pas le même souvenir des chars russes par exemple. Voilà. Ben, je peux vous assurer que j'ai vu à la fois le ministre polonais être capable d'exprimer des désaccords très forts, et à la fin de la réunion dire « mais avant tout je suis européen, donc je suis pour qu'on trouve une position commune, et quels que soient nos accords liés notamment à notre perception historique et à notre proximité géographique d'ailleurs parfois, au-delà de ça, il y a aujourd'hui la construction européenne, c'est plus important pour nous, et donc on accepte de rentrer dans une dynamique collective européenne, et de trouver donc un compromis, une position un peu médiane. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant de la part des Polonais. Donc je crois qu'il n'y a pas de... Après, il y a des... Voilà, il peut y avoir des sujets sur lesquels il n'y a pas d'accord sur tout, mais moi j'ai été très frappé par la volonté aujourd'hui de la Pologne de s'inscrire dans une dynamique européenne réelle. Et je vous signale par exemple, très intéressant aussi, que parmi les pays très impliqués dans la plus grande opération militaire déployée par l'Europe à l'est du Tchad, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Fort Tchad RCA, il y a un contingent français important. Après, il y a deux contingents importants, irlandais et polonais. Et c'est très intéressant de voir que la Pologne commence à s'intéresser à ses responsabilités, y compris en Afrique. La Pologne, qu'on considère souvent comme très atlantiste, très otanienne et assez hostile à la construction de la politique européenne de sécurité et de défense, s'est impliquée fortement dans la plus grande opération militaire européenne déployée à l'étranger. Donc moi je suis très frappé par le mouvement européen de la Pologne. Maintenant, ils conserveront sans doute un lien transatlantique très fort, mais voilà, ils sont en train de démontrer qu'on peut faire les deux et je trouve ça très intéressant. Il y avait un ambassadeur allemand tout seul avec un collaborateur, d'accord ? Donc la présence diplomatique européenne, c'était la France. On a fait cette opération européenne aujourd'hui à laquelle participent plus de 20 États membres de l'Europe à l'est du Tchad. Et bien, je peux vous dire aujourd'hui que la relation entre la France et le Tchad, l'Europe et le Tchad, elle est discutée à Bruxelles par tous les pays. Il y a des missions diplomatiques qui se rendent en permanence au Tchad, et donc il y a une ouverture du Tchad à l'Europe, et il y a une ouverture européenne à l'Afrique, au travers du Tchad en l'occurrence, que je donne cet exemple-là. Je pense que ça, c'est une vraie façon, d'abord, de quitter le débat autour de la France-Afrique. C'est sans doute une des meilleures façons d'ouvrir à l'Europe et aux Nations Unies par ailleurs. Et deuxièmement, je pense qu'y compris en termes égoïstes d'influence, si on veut maintenir une influence, il faut que ce soit une influence partagée et qu'elle soit européenne. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur? Je pense que cette influence décroîtra, et en plus elle restera ancrée sur des pratiques dont toutes ne sont pas honteuses loin de là, mais dont certaines peuvent être discutées et discutables. D'accord ? Et quand on voit l'arrivée, d'ailleurs il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, de la Chine, de l'Inde, d'autres grands acteurs aujourd'hui en Afrique, si on pense que France seule, on arrivera au nom de l'histoire à maintenir ces relations et cette influence, je ne le crois pas. Et là-dessus, je reviens, parce que c'est très emblématique de ce qu'on a essayé de faire depuis quelque temps, à cette opération européenne au Tchad. Pourquoi ? Je vais donner une raison très simple. Jusqu'à maintenant au Tchad, il y avait une ambassade, vraiment, européenne, la France. C'est la présidente locale du mouvement de la paix de Dijon et Côte d'Or. Nous pensons que, puisque nous avons eu notre congrès national à Dijon il y a 2 semaines, donc les conclusions sont toutes récentes, et nous pensons que le monde est malade des injustices et des inégalités, des dominations et des guerres. Et à ce sujet, nous sommes très inquiets face à l'augmentation dans la région de Kaliningrad du bouclier antimissile d'une part et de l'amoncellement d'armes nucléaires russes en face.
Donc que peut faire la France et l'Union européenne pour désamorcer cette course à l'arme nucléaire? Quand la France va-t-elle prendre des initiatives, et l'Union européenne avec elle, pour que le TNP devienne une réalité concrète? Ça, c'est ma question. Merci. Alors moi, j'avais une question. Je me demande si, dans le cadre du développement du rayonnement de la France, de la volonté de développer le rayonnement de la France dans un certain nombre de pays, il est réellement opportun d'avoir une politique de l'immigration aussi rigide vis-à-vis d'un certain nombre de jeunes, et notamment de jeunes qui viennent étudier en France. Je me demande si ce n'est pas un peu contre-productif d'être aussi strict envers certaines catégories de population. Bonsoir monsieur. Moi je voulais vous évoquer avec vous le cas, un cas récurrent qui est le cas de la Turquie. Et donc j'ai le souvenir que pendant sa campagne électorale, M. Nicolas Sarkozy y était opposé, disons qu'il était opposé à l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Qu'en est-il aujourd'hui, maintenant qu'il est président, et qu'en pensez-vous? La Constitution européenne, sur le projet de traité constitutionnel, ne croyez-vous pas qu'il est dangereux de faire adopter un petit peu au forceps ce traité par les gouvernements ou les parlements sans utiliser, je pense, la pratique référendaire? On a eu cette expérience-là en France, on a vu ce qu'elle a donné, il y a eu un rejet du projet. C'est donc que quelque part, la façon dont l'Europe se construit et se comporte ne convient pas tout à fait à la grande masse des gens. Ça a été la même chose en Hollande et tout. Je vois aujourd'hui à nouveau des discussions reprendre avec l'Irlande, qui elle aussi a posé des problèmes dans le cadre de ce traité, pour la faire adopter, politiquement, entre guillemets, la démarche d'adhésion. Ce qui m'interroge globalement dans cette démarche, ne croyez-vous pas qu'au bout du compte se construise une Europe qui en majorité serait une Europe rejetée par la plus grande partie des populations, notamment les travailleurs, je suis syndicaliste. Ce qui me fait dire ça, c'est ce qui se passe régulièrement dans les grandes capitales européennes, avec des contestations souvent qui viennent de la jeunesse. Ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, est-ce que ne croyez-vous pas que la responsabilité des politiques, des couleurs politiques qui changent d'une élection à l'autre, au bout du compte se construit une communauté européenne qui ne serait pas partagée par la plus grande majorité des concitoyens qui la composent? C'est quelque chose qui m'inquiète dans les années qui viennent. Donc la présidence européenne, quand on va justement exercer, on s'est au contraire dépêché d'essayer d'adopter le projet de constitution en abandonnant un principe référendaire. Et puis, ce grand et beau pays qu'est la France, avec son attachement aux droits de l'homme, je crois que son image va tout doucement se ternir si dans notre pays, dès qu'il fait -2 ou -3 degrés, il y a à peu près un homme qui meurt, un SDF tous les jours. Merci. J'aurais quand même une petite question, même si je suis l'animateur, c'est un peu lié à la politique d'immigration, mais dans le cadre de la politique d'immigration européenne, il y a également l'idée du co-développement, c'est-à-dire de développer les pays qui sont partenaires de l'Union européenne. Et quand on regarde en réalité le budget communautaire qui est consacré à ce co-développement, ça paraît résiduel. Donc je voudrais avoir un sentiment, bien sûr, sur ce point. Merci. Bon, il y a un paquet de questions, ou de commentaires. Sur Kosovo, pour finir, la discussion sur ce point, pas pour finir la réflexion collective sur le Kosovo, mais sur votre question sur le nord, en gros le nord de l'Ibar, de la rivière Ibar, la position française, elle est de considérer qu'il faut que soit maintenue l'intégrité du territoire du Kosovo.